Bonsoir à tous et à toutes. Donc oui, c'est sans prétention, je suis anesthésiste, donc je pratique l'hypnose, une pratique clinique. Mais bien entendu, on s'intéresse toujours à la base, au principe en fait que l'on applique avec l'hypnose. Et je souhaite juste aborder avec vous, partager en fait des traits caractéristiques du fonctionnement cérébral habituel, en conscience normale, critique comme on appelle, et puis en conscience hypnotique, pour donner un peu une idée des principes de l'hypnose par rapport à ce que la littérature peut nous apporter par les neurosciences et donner quelques principes et réfléchir à nos principes que l'on met lorsqu'on on propose aux patients de l'hypnose. Alors le premier principe que je voudrais aborder, mais qui a déjà été largement abordé par Franck Bernard, c'est de s'intéresser au fonctionnement habituel du cerveau et donc de partager cette réalité, la créalité du patient. Ce premier principe repose bien sûr sur la réalité sensorielle. Je ne vais pas l'aborder puisque vous savez que la perception de la réalité est différente en fait en fonction des sujets. Et bien sûr, le principal intérêt est de se dire que nous, en tant que soignants, nous n'avons pas la même perception de la réalité que celle du patient. Donc patients et soignants peuvent voir les choses différemment puisque vous savez que toutes les informations sensorielles passent par, comme l'a dit Franck tout à l'heure, par le centre, par le filtre de nos émotions et aussi de nos souvenirs et donc modifient cette perception de la réalité extérieure en fonction des informations sensorielles pour nous donner une certaine réalité intérieure qui est donc teintée de souvenirs et aussi qui dépend du contexte dans lequel on est plongé. Bien sûr, les patients ont un cortex préfrontal, comme vous, soignants, dont vous avez besoin, mais souvent, comme vous l'a dit Franck, c'est-à-dire qu'il s'éteint un petit peu, tellement l'émotion peut être forte, et donc il n'y a pas de réévaluation ou de réappropriation du contexte de soins. Et donc, les patients sont souvent sujets à des émotions très fortes, qui ne leur permettent pas d'être en conscience critique. Alors bien sûr, les illusions, et Franck l'a montré, sont de façon habituelle, c'est le fonctionnement habituel de notre cerveau. Je voulais juste vous l'illustrer comme ça, puisque dans la salle, vous pouvez constater que certains d'entre vous vont pouvoir voir tourner cette danseuse en fait sur un film qui est le même pour tout le monde, mais qui n'est pas en fait le même si certains d'entre vous le voient tourner dans le sens horaire. Qui sait qu'il le voit tourner dans le sens horaire, sens des aiguilles d'une montre? Ouais. Et dans le sens anti-horaire, c'est quasiment moitié-moitié dans la salle, c'est incroyable, alors qu'en fait on voit la même chose. Tout ça, ben oui, c'est de la réinterprétation cérébrale, c'est ce que soulignait Lionel Nakache effectivement, puisqu'en fait 20% de ce que vous voyez c'est l'impression sur la rétine et 80% c'est la reconstruction cérébrale. Cette reconstruction est en partie liée aussi aux cellules ganglionnaires rétiniennes qui ont été décrites en 2011 tout à fait récemment et qui permettent d'aller directement projeter au niveau du cerveau émotionnel, au niveau du système nerveux animal, limbique, et qui nous permettent d'avoir une reconstruction de notre environnement. Ici, c'est quelque chose qui est utilisé dans une étude en fait de neurosciences qui nous montre qu'effectivement il y a un phénomène de reconstruction cérébrale en fonction de l'observation que l'on peut faire de ce carré et de ce rond qui ont des teintes de gris. Soit vous placez le carré sous le rond, il apparaît plus foncé, soit vous le placez dessus, il vous apparaît plus clair et vous pouvez comme ça changer les teintes. Voyez, donc c'est un phénomène d'illusion naturelle. Et il n'y a pas que les illusions visuelles, vous a dit Franck, il y a aussi l'olfaction, il y a aussi les mouvements, on ne voit pas tous la même chose. Et je reprendrai sans prétention cette phrase de Jacques Audiberti qui dit que la vie est faite d'illusions et ce sont les illusions qui réussissent à chacun d'entre nous, qui finissent par reconstituer la réalité, mais en fait c'est la réalité propre à chacun d'entre nous. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la réalité sensorielle est liée aussi à une certaine suggestibilité à laquelle nous sommes sensibles. Vous le savez, vous qui êtes sensibilisés à l'hypnose, il y a une hypersuggestibilité chez nos patients. Mais la suggestion, elle existe en permanence. Ça, c'est dans une autre étude intéressante de Neuroscience Letters où j'avais retrouvé ce principe proposé à des sujets sains. C'était de s'imaginer un potager, un jardin en fait, où il y avait des fruits, des légumes, peut-être des poireaux, des poivrons, comme vous pouvez voir, un chou, des tomates,
les concombres, et puis on demandait au sujet de compléter le mot suivant qui commençait par let. Et bien sûr, comme chacun d'entre vous, vous êtes influençable par ce que vous voyez, par le contexte que vous proposez, et donc forcément, alors que vous savez très bien que ça ne s'écrit pas comme ça, et vous y mettez votre laitue. Tout ça pour vous dire que les suggestions sont là en permanence et que le patient qui est hypersuggestif va être sensible. Il existe des suggestions très simples, même sans hypnose. On le sait. Juste pour vous illustrer cette étude intéressante, reprise récemment par Bingle dans Neurosciences, c'est une étude qui intéresse beaucoup les anesthésistes, puisqu'en fait, ce sont des sujets sains en études expérimentales chez lesquels on administre du rémifentanil, qui est un morphinique relativement puissant qu'on utilise aujourd'hui en anesthésie générale. Et à ces sujets auxquels on administre du rémifentanil, dans les 3 situations successives auxquelles on va l'administrer, c'est toujours la même posologie. Mais il y a un stimulus douloureux qui est réalisé au niveau de la main avec une électrode thermique et on regarde ce qui se passe. Dans cette première situation, on ne fait rien d'autre qu'administrer le produit, donc cet opioïde, le rémifentanil, voyez, pour obtenir juste une diminution de l'EVA, c'est-à-dire de la perception de la douleur, pour qu'elle soit diminuée de façon significative. Dans le deuxième contexte, on va proposer au sujet la même chose, toujours en testant sa perception de la douleur, mais c'est une attente différente puisque là, le praticien, le médecin qui administre le produit, le rémifentanil, d'abord il est présent et en plus il informe le patient que c'est un médicament extrêmement efficace, extrêmement puissant et qui va être bien pour lui. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, on double l'efficacité attendue du rémifentanil, ici on ne disait rien, et là on double l'efficacité de ce produit, de ce médicament, rien que par une présence et en disant au patient qu'il est très efficace. Et dans la troisième situation, on fait l'inverse. On se comporte en médecin avec des suggestions négatives. Pardon, excusez-moi, je vais quitter c'est tellement négatif que c'est vrai que quand on est en hypnose, on ne veut pas de suggestions négatives, donc tout s'éteint. Il y a des mots qui n'ont pas leur place ici aujourd'hui, mais je voulais juste vous montrer qu'en fait, les suggestions négatives qui sont faites, qu'est-ce qu'elles entraînent? Elles entraînent une abolition complète de l'effet du rémifentanil, alors qu'on pourrait s'attendre, comme il est toujours administré, qu'on retrouve ce niveau dans la première situation, et en fait, on se trouve avec une abolition complète du rémifentanil. Tout ça pour vous dire que, alors vous allez me dire, mais oui, on connaît ça, c'est l'effet placebo. Effectivement, c'est l'effet placebo dans cette première situation. On est gentil avec le patient, on lui dit que ça va être très efficace. Et puis dans l'autre situation, c'est l'effet nocebo. C'est-à-dire qu'on n'est pas gentil, on administre le médicament sans y croire et on dit au patient, je ne sais pas si ça va marcher pour vous. Effectivement, le médicament est administré, mais son efficacité est complètement abolie par les suggestions qui sont faites, c'est cet effet nocebo. Tout ça pour vous dire que des suggestions négatives dans un soin au bloc opératoire qui sont faites, et c'est pour ça que la communication thérapeutique, comme vous venez de l'entendre, ont leur place, elles peuvent effacer l'efficacité de nos médicaments, l'efficacité pharmacologique de nos médicaments. Donc c'est une interrogation actuelle, éthique presque, et donc juste par des suggestions, on obtient des résultats cliniques et expérimentaux de cet ordre. Tout ça pour vous dire que les suggestions simples comme ça, même sans hypnose, peuvent avoir un effet délétère sur l'administration de nos médicaments. Donc il faut changer. Alors, si on va plus loin pour obtenir une explication, c'est qu'en fait on s'est aperçu que dans l'anxiété, il y avait 2 voies. Il y a une voie en fait intéressante qu'on connaît depuis longtemps, c'est la voie de l'axe hypothalamo-hypophysaire surrénalien, qui est lui bloqué par les benzodiazépines, d'où les prémédications que vous connaissez par les benzodiazépines, si tant est qu'on puisse les défendre encore aujourd'hui. Mais il existe une autre voie de la douleur, qui est récemment décrite en fait, c'est la voie des cholécystokinines. Et on parle beaucoup du cerveau au niveau de l'intestin, etc. Il n'y en a pas qu'au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, des récepteurs à la cholécystokinine. Il y en a plein partout dans le cerveau aussi. Et donc, c'est ce système cholécystokinine qui transformerait l'anxiété en douleur. Or, cette voie-là n'est pas bloquée par les benzodiazépines. Et donc, les patients qui arrivent au bloc opératoire, les benzodiazépines ne vont pas tout faire, tout prendre en compte. C'est-à-dire que cet effet nocebo, les suggestions négatives qui sont faites, en fait, vont transformer l'anxiété suggérée en douleur directement. Donc c'est un impact important et vous savez que cette anxiolyse
générée augmente la perception de la douleur. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais est-ce que l'hypnose, c'est finalement du placebo? On l'a montré, non. Le placebo est un élément extérieur, tandis que l'hypnose fait appel aux ressources intérieures. L'efficacité antalgique n'est pas la même. Dans l'hypnose, il n'y a pas d'antagonisation de l'analgésie hypnotique par l'analoxone, alors qu'elle est une des caractéristiques importantes de l'effet placebo ou du placebo. Et il y a une action analgésique qui est différente, notamment quand on étudie le réflexe polysynaptique médulaire R3, où l'hypnose abolit ce réflexe R3 chez plus de 40% des sujets et l'atténue chez les 60 autres pourcents, alors que l'effet placebo n'a aucun impact au niveau médulaire sur ce réflexe. L'effet placebo existe quand même, car l'hypnose, si on la considère comme une thérapeutique, j'espère que vous la considérez comme telle, surtout vous qui êtes là aujourd'hui, Walkley avait montré effectivement que le fait de faire de la relaxation chez les patients, mais dans un groupe, alors qu'on faisait de la relaxation, de dire que c'était de l'hypnose, on avait un meilleur effet sur l'anxiété chez ces patients. Donc il existe effectivement un effet placebo, comme dans toute thérapeutique, à partir d'une étiquette hypnose que l'on met chez les sujets. Mais ça, c'est quelque chose de bien connu. Alors quand on regarde en imagerie fonctionnelle, cérébrale, on s'aperçoit qu'en fait, l'hypnose n'active pas les mêmes zones cérébrales que celles du placebo, même si elles mettent en jeu une activation du cortex cingulaire antérieur. Elle est différente, cette activation, et en plus, ce sont surtout l'interconnectivité des zones cérébrales qui est différente et distincte, ce qu'on retrouve aussi pour la méditation ou encore l'acupuncture, d'autres techniques alternatives que l'on peut proposer aux patients. Et puis, vous allez me dire, à ce moment-là, peut-être que les sujets hautement hypnotisables, puisqu'ils sont souvent choisis dans les études, sont peut-être plus sensibles à l'effet placebo, puisqu'ils sont plus suggestibles. Eh bien non, c'était Pierre Haville qui l'avait déjà montré à partir de l'étude de De Pascalis en 2001, et son papier est toujours sous presse, mais l'a montré, il m'avait donné cette plaquette, où il montrait qu'en fait, la réduction de la douleur était plus importante chez les sujets hautement hypnotisables par des techniques d'analgésie en gants, mais vous voyez, aucune analgésie placebo significative, que vous soyez peu hypnotisable, faiblement hypnotisable ou un sujet hautement hypnotisable, il n'y a pas de différence significative par rapport à l'effet placebo. Donc l'effet placebo n'est pas mêlé à l'hypnotisabilité des sujets. Et puis, après la suggestibilité, il y a la focalisation. La focalisation de l'attention, elle va modifier la perception de l'environnement. Le patient est suggestible, des fois ils font des fixettes sur quelque chose. Comme vous disait Franck, l'odeur est quelque chose de très important, surtout l'odeur à l'hôpital, et active directement au niveau du système limbique et va directement impacter au niveau de l'hippocampe notre mémoire et donner des souvenirs. Ça limite la quantité d'informations qu'il est possible de repérer dans l'environnement, ça nous protège, mais en même temps, ça nous oriente, et des fois pas vers les bonnes choses. Ça a été montré par, vous savez, ce gorille qui passe alors qu'on compte les ballons, ou encore David Copperfield avec les cartes, comme vous montrait Claude Viraud dans la plénière hier. Donc cette focalisation de l'attention, ce projecteur attentionnel va modifier en fait la quantité d'informations et notre attention. Toujours est-il qu'il faut revenir à nos états de conscience. Pour simplifier, c'est vrai que l'on distingue l'état de conscience critique et l'état de conscience hypnotique, favorisé, le passage de la conscience hypnotique étant favorisé par une certaine focalisation. Alors souvent, elle est délétère, cette focalisation, comme disait Franck, c'est-à-dire c'est l'ennui, les émotions négatives ressenties quand on est hospitalisé, la confusion, tout le monde est pareil au bloc opératoire, le stress. Et donc l'interprétation de la réalité par le cerveau, on vous l'a montré tout à l'heure, peut être interprétée différemment. Quand on est le soignant ou un patient calme, on va voir la seringue comme ça. Et à la maternité, souvent quand on prépare les seringues, vous savez, où on met une bonne réserve d'anesthésique locale pour la péridurale pour ne pas avoir à se relever la nuit. Alors nous, on est content de mettre ça et on arrive avec le sourire satisfait d'avoir 60 cc dans la seringue. Par contre, le mari voit ça d'un autre œil et vous comprenez bien qu'on n'a pas la même réalité. Donc, il faut tenter de partager la réalité du patient et c'est le premier principe de l'hypnose. Et l'on commence par ça, par une réorientation sensorielle. Il faut tenir compte de l'émotion du patient, de la réalité du soin. C'est ce qu'on appelle, nous, c'est vrai, en termes pédagogiques, utiliser le VACO. Alors, vous allez me dire, je peux faire un VACO à l'envers chez vous. Effectivement, quand on est dans une émotion
très importante, il est difficile de faire visualiser aux patients les choses comme ça facilement parce que l'émotion est trop forte. Alors, il faut faire l'inverse. Là, je vais vous créer une émotion très positive chez vous, mais je vais vous demander de défocaliser. Vous voyez, je vous montre, messieurs, un pubis sain, voilà, sur cette diapositive. Et vous allez avoir une certaine perception visuelle que vous avez maintenant, une interprétation cérébrale, puisqu'en fin de compte, petit à petit, vous défocalisez. Vous défocalisez pour voir qu'en fait, ce n'est qu'une pub pour un déodorant et non pas ce que vous pouviez penser voir au départ. C'est ce qu'on appelle la réorientation sensorielle. On part de la sensorialité, de ce que le patient voit, on ne le nie pas. S'il voit une grosse seringue, on part de la grosse seringue, mais on lui explique, etc. Et on change, on fait une réorientation sensorielle, et ça c'est très important. Mais on ne peut pas le faire avant de partager l'orientation, la sensorialité, la réalité, la créalité du patient. Le deuxième principe, c'est de connaître ces états de conscience pour adapter notre communication au patient. On en a parlé beaucoup déjà, les états de conscience. Ce dont je voulais vous parler, c'est surtout cette hypersuggestibilité du patient en conscience hypnotique. 40 à 60% de nos patients sont en conscience hypnotique, en transe négative. Donc il faut s'en occuper, puisque vous savez que le risque, quand on n'est pas formé, et c'est pour ça qu'on forme les équipes à la communication thérapeutique, c'est l'hypnose de M. Jourdain. Je pensais bien faire, mais j'utilise une communication inadaptée. Alors, d'autant plus que les patients sont sous hypnose. Et Marie-Elisabeth Fémanville l'a montré ce matin aussi, a repris les diapos de cette étude de Derbyshire, de Birmingham, publiée dans Neuroimage en 2004, qui montrait que le fait de faire chez des patients qui étaient conscients, donc au départ, dans un premier temps, on leur mettait un stimulus thermique sur la main, ils avaient des EVA élevés, vous voyez, et ensuite on leur mettait l'électrode, mais sans l'allumer. Mais on leur faisait croire qu'elle était allumée, qu'elle était douloureuse. Et le patient arrivait à avoir une EVA de douleur. D'accord ? Alors on a regardé, bien sûr, il a regardé en termes d'imagerie cérébrale fonctionnelle ce qui se passait, et en fait on s'est aperçu qu'il y a une similitude considérable entre la douleur physique induite et la douleur induite avec hypnose. C'est-à-dire que les aires cérébrales sont les mêmes. On allume déjà la matrice cérébrale de la douleur. Alors que la douleur imaginée, qui était le troisième groupe contrôle, la douleur induite, on leur demandait juste d'imaginer qu'ils avaient la douleur, on n'allume pas les mêmes zones cérébrales de la douleur. Tout ça pour vous dire qu'il faut adapter sa communication. C'est très important parce que les suggestions verbales que l'on va faire, l'effet nocebo, les suggestions négatives peuvent être néfastes au patient et préempter une matrice cérébrale de la douleur. Donc il va falloir observer le patient, faire de la communication thérapeutique, vous le savez. Alors la communication thérapeutique, c'est riche, il y a beaucoup de choses, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des techniques relationnelles, des techniques linguistiques qui s'enseignent. Et le choix des mots est très important, vous le savez. Souvent, on parle du défaut de négation, on parle des mots négatifs à valence douloureuse. Il faut les éviter. Cette étude-là, dans Pain en 2010, nous le rappelle, puisqu'en fait, le fait d'avoir des mots à valence négative chez des sujets, piqûres, douleurs, sang, etc., qui étaient proposés au sujet, même sans hypnose, qu'est-ce que ça faisait ? Ça allumait la matrice cérébrale de la douleur déjà, donc il y a un effet d'amorçage en fait, les gens sont prêts à avoir un message douloureux, alors qu'en fait, il ne s'agit que de mots. Donc le cerveau est très sensible à tout ça, il faut le savoir. Le troisième principe sur lequel je voulais revenir, c'est cette focalisation. Cette focalisation sur une tâche neutre ou agréable que l'on propose aux patients en hypnose. Elle favorise le confort et donne déjà un certain degré d'anxiolyse, d'analgésie, c'est ce qu'on fait en hypnose conversationnelle. Alors on pourrait revenir sur les mécanismes de la douleur. Vous savez tous que cette schématisation de la douleur nous fait comprendre que la douleur est par excellence une expérience subjective, mais elle est aussi une sensation, une émotion, une cognition et qu'elle provoque donc un comportement. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisqu'au niveau de cette composante cérébrale, on sait très bien qu'il y a des aires cérébrales, je vous reprends le schéma de Meslach sur la matrice cérébrale de la douleur, il y a des aires cérébrales qui sont plus impliquées que d'autres, que l'on connaît maintenant grâce à l'imagerie cérébrale fonctionnelle, et donc elles communiquent entre elles et modifient
le message douloureux et donc la perception de la douleur. Leurs rôles respectifs peuvent être schématisés comme je l'ai mis sur la diapositive, c'est-à-dire les cortex somesthésiques primaires et secondaires, ici, sont impliqués dans la reconnaissance et la localisation, le type d'intensité de la douleur. C'est le score EVA que l'on fait aux patients en salle de réveil ou après. Et puis l'ensemble des autres aires cérébrales que j'ai représentées ici sont impliquées dans cette composante affective, émotionnelle de la douleur. Alors il y a des zones qui sont intéressantes, Franck vous l'a dit tout à l'heure, l'amygdale, l'insula, qui sont des zones cérébrales, des aires cérébrales qui sont impliquées dans le monde de nos émotions. Pour répondre, la musique, par exemple, agit plus sur l'insula, par exemple, plus que sur l'amygdale cérébrale. Et puis, il y a une zone intéressante, vous en entendez parler depuis le début, c'est ce fameux cortex singulaire antérieur qui a la bonne idée de s'allumer dans toutes les thérapeutiques cognitives que l'on propose aux patients, dont l'hypnose, et dans l'hypnose d'une façon intéressante, puisqu'elle va prendre en charge, elle va modifier le cortex cérébral singulaire antérieur. La singulaire antérieure permet de moduler la douleur. Elle a un intérêt dans les relations sociales, la relation qu'on peut avoir entre soignant et le patient, et puis dans les phénomènes attentionnels. Donc si on reprend notre schéma, on se dit qu'il y a des facteurs qui vont influencer les composantes de la douleur, et vous savez très bien que la douleur, elle est surtout influencée avec l'hypnose sur sa composante affective, cognitive. Et ça, c'est les travaux de Marie-Elisabeth Fémonville qui l'avait montré, elle vous a repris ça ce matin, cette diapositive. On diminue pas de temps, on diminue un petit peu l'intensité de la douleur, donc son EVA, mais on diminue surtout le caractère désagréable de la douleur. Et Pierre Rainville l'avait démontré dans cette étude aussi remarquable en 2002, c'est-à-dire que pour une même intensité douloureuse, grâce à l'hypnose, on peut diminuer la perception de la douleur, la pénibilité de la douleur. C'est ce qui est intéressant en douleur chronique, vous le savez. Or, on sait que la douleur ressentie par un individu dépend relativement peu de la stimulation nociceptive, mais elle est modulée par le contexte, ses croyances, ses attentes, et puis les apprentissages du sujet, ce qu'il a vécu auparavant, l'hippocampe, la mémoire, etc. Tous ces facteurs externes et internes vont influencer la douleur ressentie et exprimée par le patient. Alors, tout ce qui peut modifier l'attention du patient, avec l'hypnose, les techniques cognitives, on le sait, vont modifier cette composante. Tout d'abord, on va prendre l'anxiété. L'anxiété, ça c'est une étude intéressante, assez récente en fait, qui montre que le fait de faire... On a pris des sujets qui avaient peur des mathématiques. Peut-être parmi vous, il y a des sujets, des soignants qui n'aiment pas du tout les exercices de mathématiques qu'on leur proposait. Et là, on leur a proposé d'en faire. Finalement, ils ne l'ont pas fait l'exercice. Mais juste leur dire, vous allez faire cet exercice de mathématiques au tableau. Et on a regardé les zones cérébrales qui s'allumaient en créant une anxiété importante chez eux. Et en fait, on s'est aperçu que le cerveau a anticipé comme une réaction corporelle viscérale à la douleur, enfin à l'anxiété qu'on pouvait avoir. Et en fait, on s'aperçoit qu'un événement désagréable comme ça peut être une hospitalisation, vous l'aurez bien compris, un parcours de soins, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on allume les zones cérébrales, les régions neuronales qui sont aussi impliquées dans le traitement de la douleur. Donc, on prépare déjà, l'anxiété va préparer la douleur. Mais vous le saviez déjà que l'anxiété augmentait la perception de la douleur. Alors, il y a un autre facteur qui est la dépression, vous le savez, qui fait partie des composantes qui peuvent influencer la douleur, d'où ce qu'on retrouve aussi en douleur chronique. Et pour la dépression, dans les études de neurosciences, j'ai retrouvé ce papier intéressant, c'est-à-dire que chez les sujets, on va créer un sentiment de détresse sociale qui est apparenté à la dépression, mais de façon aiguë, expérimentale. C'est-à-dire qu'on dit au sujet, vous allez tirer à pile ou face, à chaque fois ils perdent, on fait exprès. D'accord ? Donc on leur demande de s'auto-évaluer en tant que perdant, d'accord ? Donc ils ont un sentiment d'exclusion, quoi. À chaque fois que je retourne la pièce, c'est pas pour moi, je perds, d'accord ? Et donc on leur demande d'évaluer cette détresse, mais aussi on va regarder au niveau cérébral ce qui se passe. Et en fait, on a montré que cette dépression, cette détresse sociale, cette douleur sociale est analogue dans sa fonction neurocognitive à la douleur physique et elle allume les mêmes zones cérébrales. Donc vous voyez que la conclusion de ce papier était déjà de dire à l'époque que le soutien par le soignant et l'entourage atténuait la perception de la douleur physique, on le savait déjà, mais l'hypnose, quand on est là avec le patient, vous imaginez bien qu'on en a les mêmes effets, c'est-à-dire que l'entourage, c'est déjà nous, après c'est peut-être la famille dans la chambre ou les soignants, donc atténuerait cette perception de la douleur, ce qui est très intéressant. Alors ensuite, il y a l'attention, la distraction, on peut distraire nos patients. Donc effectivement, ils sont focalisés sur quelque chose, on va les défocaliser et on va les intéresser à autre chose, une tâche neutre ou agréable. C'est ce qu'on peut proposer aux patients. Regardez cette étude intéressante publiée dans Pain récemment, l'année dernière. On a pris des sujets sains, on leur a demandé
de faire comme vous faites sur la plage avec Femme Actuelle souvent, où vous essayez de repérer, vous savez, sur 2 dessins similaires, les 7 erreurs, les 14 erreurs proposées. Vous mettez un certain temps, parce que votre attention elle est focalisée. Hein. Vous surveillez moins bien les enfants vers le large, mais toujours est-il que là, sur 2 écrans, donc on demandait au sujet de bien repérer les erreurs, enfin les similitudes sur les 2 écrans de 24 pouces. Et là, on s'est aperçu, en leur faisant en même temps des stimuli douloureux, ah oui, comme à la plage, un bon coup de soleil, on s'est aperçu que la perception douloureuse pouvait être réduite, d'accord, en augmentant la charge des ressources attentionnelles. C'est-à-dire que plus les images, la recherche d'anomalies dans les 2 dessins était difficile, et moins ils percevaient la douleur. On le savait déjà presque, mais ça a été montré. Donc plus le stimuli nociceptif était fort en plus, et plus on mettait une tâche attentionnelle forte, donc moins le ressenti de la douleur était là. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que nous, effectivement, on peut utiliser comme ça. On est en échographie, par exemple, quand on fait des échographies à nos patients en anesthésie loco-régionale, on les met dans l'écran, on les met du plus petit, on les met de façon très précise dans l'écran, avec des petits détails, des petites choses. On augmente la tâche intentionnelle et ça permet d'avoir des résultats qui se corroborent en fait par cette étude de Payne qui est remarquable. Tout ça pour vous dire qu'en fait, quand on a une certaine focalisation, on peut utiliser des techniques qui vont permettre de focaliser le patient sur quelque chose d'agréable, de confortable pour lui. Et donc, on va proposer aux patients des tâches attentionnelles que chacun d'entre vous trouve dans son domaine de soins. Et donc, on a un intérêt à faire focaliser les gens en hypnose conversationnelle. Ça diminue l'anxiété et ça permet d'obtenir un certain niveau d'analgésie. C'est ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle dans notre jargon, en termes pédagogiques quand on enseigne cela. Alors, on peut le faire focaliser sur la respiration, vous le savez bien. Très utile, c'est ce qui était fait en sophrologie, mais en hypnose, on utilise beaucoup la respiration. Je vous montre juste ça, c'était une étude également, c'était un bras dans le bras contrôle d'une étude, et qui montrait que chez des patients contrôle, eh bien, quand on leur demandait, quand on diminuait la respiration, c'est-à-dire qu'avec ce petit système d'image, on leur imposait une fréquence respiratoire, ils soufflaient quand ça s'éloignait, et ils inspiraient quand ça venait vers eux. Qu'est-ce qui se passe quand on leur mettait une électrode thermique sur l'éminence hypothénare, sur la main, à des degrés croissants? Eh bien, on diminuait surtout le désagrément de la douleur, mais aussi l'intensité. Donc, le fait de diminuer les composantes affectives de la perception douloureuse en modulant le rythme respiratoire, c'est très intéressant et c'est déjà ce que ça permet de faire avec l'hypnose. On sait très bien que c'est ce qu'on appelle, nous, le pacing, c'est un intérêt, c'est qu'on active la boucle parasympathique, c'est-à-dire qu'on active le système parasympathique, on diminue les composantes affectives de la perception de la douleur. Et puis, le 4e principe que j'ai retenu pour finir, 5 minutes, j'ai largement le temps, donc c'est la dissociation par des techniques hypnotiques qui va permettre de procurer de l'analgésie. Alors vous allez me dire, c'est facile, oui c'est facile, il y a une méta-analyse récente qui me permettrait de conclure en disant, voilà, cette méta-analyse, il y a plus de 2000 patients, les effets de l'hypnose sont intéressants, en périopératoire, ça diminue l'anxiolyse, ça diminue la douleur, ça diminue l'anxiété, mais c'est aussi bien parce que ça diminue la consommation de nos médicaments, ça permet une réhabilitation post-opératoire intéressante. Alors comment ça marche ? Alors on peut se dire que Hilgard, je fais référence au topo que vous avez eu aussi avec De Benedetti, notre confrère italien, c'est-à-dire qu'il y a une théorie néodissociative qui reste toujours, c'est-à-dire que le corps enregistrera la douleur, mais il y aurait comme une barrière amnésique. De Pascalis l'a montré aussi en 2001 dans une étude, c'est-à-dire que quand vous faites des stimuli douloureux en conscience critique, vous vous en souvenez plus en termes d'intensité et en termes de nombre que dans le groupe hypnose. C'est-à-dire que, et vous le savez très bien, les gens ils se souviennent, ouais j'ai eu mal et tout, mais ouais, ils sont satisfaits. C'est-à-dire qu'ils enregistrent moins en termes de nombre et d'intensité les événements douloureux. Il y a une interaction du cortex singulaire antérieur avec l'hypothalamus, donc la conscience de la mémorisation de la douleur, donc c'est très intéressant. Il y a quand même une interaction avec les processus de mémoire qui reste encore à explorer. Et puis il y a les mécanismes opioïdes endogènes, je vous l'ai dit, l'analoxone ne neutralise pas l'analgésie hypnotique, puisque l'analgésie hypnotique peut être mise en place, reproduite. Souvenez-vous de Choquet, même en 1829, quand il a repris la mammaire interne qui saignait après une mastectomie devant toute l'Académie de médecine, eh bien, on a pu remettre la patiente sous hypnose, et ça, on sait le faire, et donc permettre de restituer une analgésie rapide. Sur le plan périphérique, vous savez très bien, c'est le fameux réflexe R3 qui est utilisé toujours
pour explorer la douleur, eh bien effectivement, il est aboli chez 40% des patients, il peut être diminué chez 40%. Ce n'est pas un réflexe qui est spécifique de l'hypnose. Vous savez très bien que par exemple le propofol qu'on utilise nous les anesthésistes, comme beaucoup d'autres médicaments, permettent de diminuer ce réflexe R3, comme beaucoup d'antalgiques. L'analgésie hypnotique, donc, si on reprend un petit peu ce que disait Marie-Elisabeth Fémonville ce matin, il y a surtout une action importante au niveau du cortex cérébral de la cingulaire antérieure qui agit comme un gendarme pour freiner les stimuli nociceptifs, la nociception qui vient de la périphérie et qui va permettre d'avoir une diminution, en fait, un blocage de la communication entre l'activité sous-corticale et l'activité corticale, et donc une diminution de la perception subjective de la douleur, mais en plus, on l'a vu ce matin, une diminution hier, une diminution aussi des paramètres physiologiques classiques, diminution de la fréquence respiratoire, diminution de la fréquence cardiaque, donc des paramètres neurovégétatifs. Mais le cortex cingulaire antérieur, il n'agit pas tout seul en fait. Et c'est ça qui est intéressant, il y a une interconnectivité importante d'autres zones que l'on a explorées, tout ça pour entraîner une activation du système inhibiteur descendant de la douleur. Donc vous voyez, il y a des interactions nombreuses avec des zones, des régions corticales, sous-corticales, qui vont dépendre de la mémoire, qui vont dépendre de ce que le patient a vécu. Ça va moduler la perception de la douleur, on l'a vu avec le thalamus, Franck le rappelait tout à l'heure. Ça va bloquer les réponses autonomes de la douleur au niveau du mésencéphale, et c'est pour ça que les patients ont un système nerveux autonome qui s'adapte aussi aux stimuli douloureux. Cette analgésie hypnotique, elle varie aussi selon le sujet, vous le savez, vous qui pratiquez l'hypnose. Les sujets, comme la définition de l'OMS le dit, c'est une expérience personnelle, subjective, et les sujets ont une sensibilité différente à la douleur. J'ai retrouvé ce papier intéressant, c'est sans hypnose. C'est des sujets sains qui ont été explorés, on leur fait mal puisqu'on leur met une électrode thermique à 49 degrés. Et en fait, on s'aperçoit dans ce papier-là qu'il y a une densité de la matière grise qui est différente dans certaines régions du cerveau, notamment le cortex cingulaire postérieur, dans le précuneus et le cortex somesthésique primaire. Donc ça montre qu'on n'est pas tous égaux face à la douleur et qu'il y aurait, c'est conditionnel, c'est une étude récente, une différence entre chacun d'entre nous en termes de sensibilité à la douleur qui serait inversement proportionnelle à la densité de matière grise de certaines zones cérébrales. Alors avec l'hypnose, vous allez me dire qu'est-ce qu'il en est ? En 2004, il y a eu cette étude intéressante de l'équipe de Horton, en fait, qui a repris l'équipe de Marie-Elisabeth dans une étude récente de neurophysiologie pour faire une synthèse. C'est-à-dire que les sujets sains ont été soumis à des stimuli douloureux. On a pris ceux qui étaient le plus hypnotisables et on a regardé s'il y avait des différences dans le cerveau avec les bassement hypnotisables. Et en fait, on s'est aperçu qu'au niveau du corps calleux, il y avait une plus grande taille de ce corps calleux chez les sujets hautement hypnotisables. Vous voyez, donc, on n'est pas tous égaux. Il y a des différences entre nous. Et donc, c'est important. Alors, le corps calleux, c'est intéressant parce qu'il est aussi impliqué dans les processus attentionnels, comme l'est le cortex cingulaire antérieur. Bref, vous le savez, le processus, l'analgésie hypnotique dépend aussi des techniques que l'on propose. Remémoration d'un souvenir agréable, c'est pas pareil que de faire un gant, surtout quand on fait un stimuli douloureux sur la main, et qu'elle va varier dans le temps, cette analgésie. Donc, il n'y a pas d'analgésie donnée, il y a un degré d'analgésie produite par l'outil hypnotique. Ce degré d'analgésie est dépendante des patients. Donc pour conclure, cette dissociation, cette conscience modifiée est intéressante. Elle va permettre de diminuer l'anxiété, elle va permettre de diminuer l'analgésie. C'est ce qu'on appelle, c'est notre hypnose formelle, qui est très intéressante, et donc qui permet d'asseoir certains principes, vous voyez, de l'hypnose, que j'ai essayé d'illustrer à travers de la littérature, plus ou moins récente. Mais vous aurez bien compris que les avancées scientifiques majeures, les neurosciences qu'on vous a présentées ce matin, sont là pour nous montrer que c'est un outil efficace en périopératoire ou dans le domaine du soin de façon plus générale, pour diminuer l'anxiété, diminuer la douleur. Diminuer la composante subjective de la douleur, mais aussi, par la communication hypnotique, éviter l'effet nocebo et favoriser l'effet placebo. C'est notre analgésie multimodale, on n'arrête pas de dire ça, faut s'adapter aux patients en plus, et puis on facilite la réhabilitation post-opératoire, le vécu du patient. Elle doit être connue des patients, des soignants, on en est tous persuadés nous aujourd'hui, mais aussi adaptée à l'objectif de soin. On ne fait pas de l'hypnose pour faire de l'hypnose, il y a le soin, il y a l'objectif qui est là. Et je vous incite à respecter toujours les règles usuelles de sécurité, de soins habituels qui est le vôtre dans votre domaine de compétences. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée de gala et d'appétit. Voilà.